Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Rencontre au sommet entre le président Guelleh et le président de la Bosnie-Herzégovine lors donc de la 8e édition du prix DIFA auquel prend part le président Guelleh. Et discours remarqué du ministre des Affaires étrangères à la 63e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à New York. Et attaque de Boko Haram sur le lac Tchad, 6 morts et 17 djihadistes abattus. Merci à vous de nous rejoindre. Et pour sa première visite d'amitié à Sarajevo et dans le cadre de sa participation à la cérémonie du DIFA, le président de la République, Ismail Omar Guelleh, a été reçu ce samedi par le président du conseil collégial de Bosnie-Herzégovine, Bakir Izetbegovic, au palais présidentiel. Après avoir échangé donc une poignée de mains, les deux leaders ont effectué donc un entretien en tête-à-tête où ils ont évoqué le début d'une relation d'amitié et de solidarité entre les deux pays. Les discussions donc entre les deux dirigeants ont eu lieu en présence des délégations respectives qui les accompagnent. Les voies et moyens d'établir une collaboration entre les deux pays et les deux peuples ont été au menu des discussions. Le président Guelleh a par ailleurs félicité son homologue bosniaque pour sa distinction du Grand Prix mondial de la finance islamique. Et le président Guelleh a par ailleurs donc félicité son homologue bosniaque et un déjeuner officiel a été offert par le président bosniaque en l'honneur du chef de l'État Ismail Omar Guelleh. Les membres de la délégation djiboutienne, notamment l'ambassadeur de Djibouti auprès de la République de Turquie, Adan Hussein Abdullahi, et le gouverneur de la Banque centrale Ahmed Ousmane Ali, qui accompagne le président Guelleh durant son séjour à Sarajevo, ont été présentés au président Bakir Izetbegovic. Et on visite donc depuis hier en Bosnie-Herzégovine, le président de la République, Ismail Omar Guelleh, a remis officiellement ce samedi le prix mondial de la finance islamique 2018, Global Leadership in Islamic Finance Award, autrement dit DIFA, au président de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, Bakir Izetbegovic. La cérémonie s'est déroulée donc cet après-midi à l'hôtel Hills de Sarajevo en présence de délégués, personnalités et représentants de nombreux pays et d'institutions financières œuvrant pour le développement et le sort de bonnes pratiques concernant la finance islamique. Et tout comme Djibouti, honoré en 2017 à Astana par les organisateurs du Global Leadership in Islamic Finance Award, c'est à la Bosnie-Herzégovine et à son leader qu'échoua cette année 2018 le prix en reconnaissance donc des réformes structurelles cruciales initiées ces dernières années avec la modernisation et l'harmonisation de la législation bancaire et l'amélioration du climat des affaires. Le chef de l'État, donc Ismail Omar Guelleh, a exprimé donc à cette occasion ses plus vives félicitations à son Excellence Bakir Izetbegovic, président du collège présidentiel de la Bosnie-Herzégovine, pour les progrès remarquables enregistrés par son pays afin de pérenniser la stabilité
d'améliorer son attractivité pour les investissements et diversifier également ses activités économiques. S'adressant à son homologue de la Bosnie-Herzégovine, le président Guelleh a indiqué que le prix qui lui est attribué par les membres du comité des Awards vient couronner le travail accompli en faveur de la finance islamique. Et après la cérémonie donc officielle, le président de la République et l'ensemble de lauréats ont été conviés par le président Izetbegovic à un dîner de gala agrémenté d'un spectacle haut en couleur, fait de danse folklorique et de chants spécifiques à cet état de l'Europe balkanique sur la mer Adriatique. Et plus tôt dans la matinée, signalons-le, le président de la République a été reçu donc à déjeuner par son homologue Bakir Izetbegovic. Et durant cette importante cérémonie, le président de la République a prononcé un discours dans lequel il s'est exprimé en ces termes, je cite. Tout d'abord, j'adresse l'expression de nos sincères remerciements et notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple de la Bosnie-Herzégovine pour toutes les dispositions prises en vue de l'organisation du 8e Global Islamic Finance Awards. Je tiens également à exprimer mes plus vives félicitations à son Excellence Bakir Izetbegovic, président du collège présidentiel de la Bosnie-Herzégovine, pour les progrès remarquables enregistrés par son pays afin de pérenniser la stabilité, d'améliorer son attractivité pour les investissements et diversifier ses activités économiques. Monsieur le président Izetbegovic, il m'échoit aujourd'hui l'immense honneur donc de vous remettre le prestigieux Global Islamic Finance Awards dans cette belle ville de Sarajevo, ville martyre il y a un quart de siècle lors de la guerre des Balkans. Aujourd'hui, Sarajevo donne le plus bel exemple du savoir-vivre ensemble de diverses communautés religieuses et linguistiques. Le seul canon qui tonne est celui du Smadjo, le canonnier, qui, du haut plateau de Zouta Tabidja, fait tonner le canon pour annoncer la fin du jeûne du Ramadan. Monsieur le Président, ce prix qui vous est attribué par les membres du comité des Awards vient couronner le travail accompli en faveur de la finance islamique. Il constitue aussi un stimulant qui contribuera, j'en suis convaincu, comme cela a été le cas pour mon pays, à la promotion et à la vulgarisation de la finance islamique. Votre pays, la Bosnie-Herzégovine, a initié ces dernières années des réformes structurelles cruciales avec la modernisation et l'harmonisation de sa législation bancaire et l'amélioration du climat des affaires. Toutefois, tout comme chez nous, vous avez besoin d'investir massivement dans les infrastructures publiques pour maintenir le niveau de croissance à des taux élevés afin de réduire la pauvreté et le chômage et offrir de meilleures conditions de vie à votre population. Dans un contexte international marqué par le tarissement des liquidités, la finance islamique constitue une réelle alternative et un complément pour faciliter la mobilisation des ressources financières nécessaires pour le financement de grands projets d'infrastructure et du développement durable. Monsieur le Président, distingués participants, à titre d'illustration, permettez-moi de vous donner un bref aperçu du développement de la finance islamique dans mon pays. Le secteur financier de la République de Djibouti a connu un développement rapide depuis 2006 sous l'impulsion des banques islamiques. L'arrivée des institutions financières islamiques dans le paysage bancaire a permis d'accroître la concurrence dans le marché et de diversifier l'offre des produits et services bancaires. Avec une part de marché sans cesse grandissante à hauteur de 20% et des produits novateurs, les banques islamiques ont su attirer une clientèle plus large et améliorer les indicateurs de l'inclusion financière. La gestion prudente des banques islamiques basée sur le partage des risques et les financements garantis par des actifs a incité les banques conventionnelles à innover continuellement leur gamme de produits et services et à améliorer leurs relations avec la clientèle. C'est ainsi donc que le secteur financier, qui s'appuie sur une devise stable et librement convertible, participe donc au financement de l'économie dont la croissance se situe entre 5 et 7% depuis ces dernières années. Monsieur le Président, pour conclure, je remercie les organisateurs de la JIFA et félicite Bakir Izetbegovic, président du collège présidentiel de la Bosnie-Herzégovine, et l'ensemble des lauréats de l'année qui se sont distingués par leurs travaux et réalisations pour la promotion et le développement de la finance islamique. Enfin, je forme le vœu que ce prestigieux prix soit un puissant catalyseur pour l'amplification de la finance islamique en Bosnie-Herzégovine et dans vos pays respectifs. Puisse Dieu nous accorder sa grâce et sa bénédiction. Amin. Je vous remercie pour votre aimable attention. Fin de citation.
Également dans l'actualité, donc avec nous depuis donc Sarajevo, notre correspondante à Sarajevo, donc Hidaya Mohamed, qui accompagnait donc la délégation de correspondants à Sarajevo. Bonsoir Hidaya. Bonsoir Ahmed. Alors nous avons vu que le président de la République a eu donc un tête-à-tête avec son homologue bosniaque. Des déjeuners et des dîners donc ont été organisés en l'honneur des délégations accompagnant le chef de l'État et bien sûr la cérémonie officielle solennelle durant laquelle le président de la République a remis le prix qu'il avait reçu donc un an auparavant à son homologue bosniaque Bakir Izetbegović. Begovic. Alors comment était l'ambiance sur place et qu'est-ce qu'il faut retenir donc de cette cérémonie Hidaya? Ahmed, aujourd'hui, l'agenda du président de la République, je peux vous dire que son Excellence Mohamed Guelleh était très chargé et au milieu de la matinée, comme vous avez mentionné, là, il a rencontré son homologue bosniaque où les discussions ont porté sur l'intérêt mutuel dans la finance islamique. Ensuite, il a participé à la cérémonie de remise du trophée des Global Islamic Finance Awards, GIFA, qui a eu lieu à Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Le président de la République a remis les trophées du leadership dans la finance islamique à son homologue, le président de la République de Bosnie-Herzégovine, pour ses efforts inlassables dans la promotion de la finance islamique. Également, je peux vous dire aussi que le chef de l'État a reçu un symbole de remerciement par le comité d'organisation du 8e Global Islamic Finance Awards pour son soutien incontournable et ses efforts dans la promotion de la finance islamique en Afrique de l'Est. Et ceci est la première fois que les comités d'organisation de l'UFA s'est unis en Europe afin de placer les institutions financières islamiques de l'hémisphère occidental tout en les exposant aux meilleures pratiques en matière de la banque et des finances islamiques dans le monde musulman. Et on connaît que la finance islamique est un système financier qui fonctionne selon la loi islamique, la charia, et l'industrie de la finance islamique et les théories de l'économie islamique attirent de plus en plus les banques internationales. Il s'agit là de la 8e cérémonie de remise du trophée pour distinguer un chef d'État qui a fait montrer d'excellence dans la finance islamique à un grand nombre des autres personnalités bosniaques et étrangères, ainsi que la délégation qui accompagne le chef de l'État ont pris part pour célébrer les succès de la banque et de la finance islamique dans cette ville martyre. Merci Hidaya pour toutes ces précisions. C'était donc notre correspondante à Sarajevo, Hidaya Mohamed. Dans le reste de l'actualité, représentant le chef de l'État à la 73e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a prononcé du haut de la tribune des Nations Unies un important discours dans lequel il a estimé que la plus grande menace à la mise en œuvre du programme 2030 est le conflit et la violence. Et contrastant avec le tableau sombre du monde, la Corne de l'Afrique, s'est-il réjoui, a connu une succession de développements historiques de nature à générer des dividendes pour la paix, la réconciliation et le développement économique. Le ministre a salué une nouvelle fois le rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée avant d'informer l'Assemblée que les présidents de Djibouti et de l'Érythrée se sont réunis donc le 17 septembre à Jeddah en Arabie Saoudite et ont convenu d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre ces deux pays frères. Ils se sont mis d'accord pour poursuivre le dialogue en vue de trouver une issue pacifique aux questions en suspens, y compris le litige frontalier et les prisonniers de guerre. On écoute le ministre. Le conflit dans plusieurs parties du monde continue à alourdir le bilan des morts et la nature des défis spécifiques qu'il pose devront mobiliser l'attention soutenue de la communauté internationale. L'expansion du terrorisme et du crime international organisé complique davantage les situations déjà fragiles et exige des réponses différentes de celles proposées par les opérations de paix conventionnelles et met en crise les outils de négociation diplomatique à notre disposition. Il est urgent d'examiner de manière approfondie ces mesures. Contrastant avec ce tableau sombre, la Corne de l'Afrique a connu une succession de développements positifs historiques qui sont de nature à générer les dividendes pour la paix, la réconciliation et le développement économique. Nous avons salué le rapprochement entre l'Éthiopie et l'Érythrée, qui a mis fin à 2 décennies d'une situation de ni guerre ni paix et qui inaugure une nouvelle ère de paix, d'amitié et de coopération entre les deux pays.
les répercussions positives pour les autres conflits interétatiques dans les pays de la région ont été rapides et, nous l'espérons, conséquents. À cet égard, je souhaiterais informer cette auguste Assemblée que les présidents de Djibouti et de l'Érythrée se sont réunis le 17 septembre à Jeddah, sous les auspices de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz de l'Arabie Saoudite, et ont convenu d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre les deux pays frères. À l'issue de cette réunion et grâce aux efforts inlassables du roi d'Arabie Saoudite et de son Excellence le Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed de l'Éthiopie, ils ont convenu de poursuivre le dialogue entamé en vue de trouver une issue pacifique aux questions en suspens, y compris le litige frontalier et les prisonniers de guerre. Nous nous félicitons aussi de l'accord de paix signé entre le président Salva Kiir et le chef de la rébellion le 12 septembre à Addis Abeba sous les auspices de l'IGAD, et formons le vœu qu'il puisse être mis en œuvre de manière totale et sans réserve. Le peuple sud-soudanais n'a que trop souffert, il mérite la paix et la possibilité de construire un avenir meilleur. Nous sommes encouragés par ces progrès immenses accomplis par la Somalie en vue de construire des institutions de gouvernance solides et de restaurer la paix et la stabilité et la croissance économique. Tout en reconnaissant les progrès significatifs accomplis, il est impérieux d'identifier et de combattre ensemble les acteurs se posant en entrave à la normalisation politique, en particulier le groupe terroriste Al-Shabaab, et tout mettre en œuvre afin de bâtir une meilleure cohérence et une unité d'action entre le gouvernement fédéral et les autres unités fédérales. Nous saisissons cette opportunité pour rendre hommage aux troupes de l'AMISOM, dont le rôle crucial a été amplement démontré sur le terrain. L'appui de l'AMISOM aux forces somaliennes est crucial afin que le transfert des responsabilités en matière de sécurité puisse se faire dans les meilleures conditions. Voilà, donc c'était le discours qu'a prononcé le ministre des Affaires étrangères aux Nations Unies lors de la 73e Assemblée générale. Et le ministre de la Santé a procédé hier à la remise de 4 ambulances au profit de la prison civile de Gabod et des régions sanitaires, notamment d'Arta, de Dikil et de Tadjoura. La cérémonie officielle de remise s'est tenue dans l'enceinte du ministère de la Santé en présence des principaux cadres du département. Le ministre de la Santé a ainsi remis les clés de 3 ambulances aux mains du ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. Cette démarche de renforcement des capacités en transport médicalisé au profit des structures sanitaires déconcentrées de Yoboki, de Randa et de Pékavin s'inscrit dans le cadre de la promotion du processus de décentralisation. De soins avec une fourgonnette. Il s'agit, mais de prérogatives tant du ministère de la Santé que de celui de la Justice, de s'occuper de la santé au niveau carcéral, et c'est la raison pour laquelle le ministère vient de mettre à notre disposition l'ambulance que vous voyez, et puis il y en a d'autres qui sont à la disposition du ministère de la décentralisation en direction des régions, je crois. Nous en félicitons monsieur le ministre de la Santé qui n'est pas à son coup d'essai. On le remercie vraiment pour son dynamisme qu'il est lieu de saluer. Merci, monsieur le ministre. L'inspection générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a organisé un atelier de formation sous le thème « Les enjeux de la formation professionnelle au lycée industriel et commercial, le LIC ». Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a ouvert les travaux de l'atelier de formation qui a vu la présence des responsables du MENFOP en charge de l'ETFP et des cadres du ministère de la Femme et de la Famille. Cet atelier de formation a été destiné à l'ensemble des acteurs de la formation, à savoir les chefs d'établissement, les chefs de travaux et les professeurs. L'objectif de cet atelier de formation étant de faciliter l'insertion des sortants, la gestion des centres de formation professionnelle et les cycles de formation. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a longuement expliqué aux participants l'importance et les enjeux de la formation professionnelle. Il a rappelé que cette formation se veut une formation de qualité couvrant tous les domaines de l'enseignement technique et de l'apprentissage. Cette formation porte sur plusieurs points. Le premier point, c'est la nouvelle architecture de la formation professionnelle. Le deuxième point de cette formation, c'est comment enseigner dans la voie professionnelle. Le troisième point, c'est la gestion pédagogique des ateliers et des espaces pédagogiques. Et puis, le quatrième point, c'est la gestion
de la formation au milieu professionnel. Le résultat attendu de cette formation, c'est qu'elle ait un impact positif sur les pratiques pédagogiques des enseignants. On veut des enseignants réflexifs qui améliorent la qualité des enseignements apprentissages. Également dans l'actualité, les jeunes qui ont suivi une formation de YALI, Young African Leader Initiative, donc sont de retour à Djibouti et ont tenu ce matin au siège de SOS Village International situé à Balbala une séance d'information sur le programme Mandela Washington Queen qui s'est déroulé aux États-Unis. Les jeunes ont partagé donc leur expérience avec les jeunes djiboutiens afin de leur permettre de commencer donc et participer à cette formation et de voyager aux États-Unis. Ils ont profité de 6 semaines dans différentes universités américaines pour devenir leaders dans leurs domaines respectifs et d'aider également leurs concitoyens à améliorer leurs conditions de vie. Ma première fois aux États-Unis, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans le domaine relationnel qui ont des relations avec mon travail actuel que je fais à Djibouti, étant directeur national de SOS Village d'enfants. Ça m'a beaucoup développer dans le plan professionnel et aussi personnel dans le domaine du savoir, dans le domaine de l'organisation, de la structure, de développer un organisme de travail beaucoup plus clair et beaucoup plus structuré au niveau de mon travail actuellement, mais aussi comment avoir un impact sur la communauté, comment travailler en étroite collaboration avec les personnes de la communauté afin d'aider les plus démunis et accompagner surtout nos jeunes dans le domaine de l'employabilité, de structurer leur éducation et de voir comment ces jeunes-là peuvent être beaucoup plus fiable et concret dans le domaine du marché du travail. Et l'expérience des 6 semaines aux États-Unis a été pour moi très enrichissante et j'en profite pour remercier l'ambassade américaine qui a initié ce programme à Djibouti et qui a permis à des personnes comme nous d'aller voir comment se passe ce genre d'activité dans l'autre continent qui sont les Amériques. L'Union pour le développement culturel, l'UDC, a organisé une soirée riche en culture et danse folklorique au sein de son siège central à Arhiba. Les recettes de la soirée donc, sont destinées à soutenir les familles démunies dans les régions isolées donc, de l'intérieur. Cette cérémonie a été animée par des artistes nationaux comme Abba Yazid, Fafi Haroun, Youssouf ou encore Arbouye, des troupes de danse culturelle et traditionnelle ainsi que des sketchs. Plusieurs parlementaires, des directeurs et responsables ont participé à cette cérémonie. Le président de l'UDC, Mohamed Hassan, a remercié tous les participants qui se sont déplacés massivement pour cette cérémonie. Il a par ailleurs rappelé que la culture et l'identité de chaque individu, il les a conviés donc de bien garder leur culture afin de bien éduquer les enfants. L'UDC est une institution par excellence pour la promotion de l'éducation et de la culture. Elle garantit le développement des chants et danses traditionnelles langue afar. Sport pour clore l'actualité nationale sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, une délégation de la Fédération djiboutienne de judo et disciplines associées composée du président de la fédération Faisal Abdurrahman et Mlle Houda Faisal ont participé donc au championnat arabe minime Benjamin et cadet du 27 au 30 septembre à Beyrouth au Liban. La judoka djiboutienne Houda a obtenu la médaille de bronze. Notons que cette compétition s'inscrit dans le cadre de la préparation donc aux Jeux olympiques de la jeunesse devant se dérouler à Buenos Aires en Argentine en début du mois d'octobre prochain. La jeune Houda donc est arrivée à ce niveau grâce au soutien de son père qui n'est autre que le président de la fédération. Mademoiselle Houda a pu battre donc ses adversaires, à savoir 2 égyptiennes dans la catégorie 44 kg par hippon, mais elle a perdu sur décision d'arbitre la médaille d'argent contre une syrienne et elle a bénéficié d'une médaille de bronze, donc une place sur le podium. Cette deuxième médaille est pour une
deuxième compétition. C'est un exploit pour la jeune fille qui montre déjà les signes d'une battante prête à tout et même celui de championne olympique. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité africaine et internationale avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir Ahmed. Alors, nous allons nous rendre au Tchad, notamment attaque de Boko Haram sur le lac Tchad, 6 morts et 17 djihadistes abattus. Et oui Ahmed, 6 personnes dont 2 militaires ont été tués dans la nuit d'hier dans une attaque sur les rives tchadiennes du lac Tchad du groupe Boko Haram qui a perdu 17 djihadistes abattus par l'armée, a-t-on appris ce matin. Le dernier assaut de ce groupe nigérian Boko Haram du côté tchadien du lac Tchad remonte au 22 juillet. 18 civils avaient été tués dans un village au sud de Daboua, une sous-préfecture tchadienne. En mai 2018, toujours au Tchad, 6 personnes, principalement membres des forces de l'ordre, avaient été tuées par le groupe Boko Haram. Même si le Tchad est relativement moins touché par ce groupe djihadiste que son voisin nigérien, l'on observe une recrudescence de violences perpétrées par Boko Haram au Tchad depuis quelques mois. L'armée tchadienne, au sein d'une force multinationale mixte, le FMM, qui rassemble des forces de la sous-région et des comités de vigilance, tente de repousser les djihadistes de Boko Haram. Et au Proche-Orient, Fardous, notamment à Gaza, Israël poursuit ses tueries en toute impunité. Et oui, Ahmed, 7 Palestiniens dont 2 enfants ont été assassinés par l'occupant israélien dans des manifestations à Gaza, selon le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne. Il s'agit de la journée la plus sanglante depuis le 14 mai qui avait coûté donc la vie à plus de 60 Palestiniens lors de violences coïncidant avec l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Un motif d'indignation pour les Palestiniens. 35 enfants figuraient parmi les blessés, en plus de 4 infirmiers ambulanciers et 3 journalistes. Des forces israéliennes supplémentaires ont été déployées sur cette clôture de séparation. L'artillerie israélienne a également tiré plusieurs obus visant des manifestants dans l'est de la ville de Gaza. Le 30 mars dernier, des milliers de Palestiniens civils à Gaza qui souffrent donc d'un siège israélien depuis 10 ans ont lancé des manifestations contre la grande marche de retour. Ils se sont réunis pour réclamer ainsi, Ahmed, leur droit de retour en tant que réfugiés dans leur propre pays d'origine, aujourd'hui en Israël. Et enfin, donc, le Japon a été frappé par un puissant typhon, Fardous. Eh bien, Ahmed, un puissant typhon qui a fait 17 blessés aujourd'hui en atteignant donc l'île d'Onikawa dans le sud-ouest du Japon et devrait faire d'autres dégâts en poursuivant son chemin dans l'archipel. Près de 700 personnes ont dû être dirigées vers des abris à Ikanawa et plus de 200 000 foyers ont été privés d'électricité. Au moins 386 vols ont été annulés principalement dans l'ouest du Japon. Ce 24e typhon de l'année en Asie devrait prendre la direction de Kyushu au puits de Honshu et balayer ainsi le Japon du sud-ouest et du nord-est. Ce précédent typhon Ahmed Jebi, le 21e de l'année dans la région, avait tué 10 personnes début septembre dans l'ouest de l'archipel, provoqué divers dégâts matériels et paralysé l'aéroport d'Osaka. Merci Fardous, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée avec la suite de nos programmes télévisés.